Scheuch. Christophe Scheuch est professeur d'humanité numérique à l'Université de Trèves et co-directeur du Trier Center for Digital Humanities. Il est le chair de la Cost Action Distant Reading for European Literary History et le président de l'Association Digital Humanities, DHD. Ses centres d'intérêt dans les domaines de la recherche et de l'enseignement sont, au niveau des méthodes, la philologie numérique, les méthodes d'analyse quantitative des textes littéraires, production des ressources textuelles numériques et les aspects légaux. Au niveau des objets d'analyse, il travaille surtout avec le théâtre de l'âge classique et des Lumières, ainsi qu'avec le roman français moderne et contemporain. Il s'intéresse aussi aux nouvelles formes numériques de la collaboration scientifique et plaide pour l'accès ouvert et la science ouverte. Son intervention aujourd'hui s'intitule ELTEC, un corpus multilingue annoté pour une histoire littéraire européenne numérique. Voilà, c'est mieux. Merci beaucoup pour la présentation et pour l'occasion de parler ici. Je vais essayer de partager mon écran comme il se doit. Là, vous devriez voir le début de la présentation. Je vais juste faire un peu de place ici. Alors, oui, donc je parlerai d'ELTEC, un corpus multilingue annoté pour une histoire littéraire européenne numérique. Et donc, je ne parlerai pas à proprement parler d'une édition critique, mais bien d'une ressource textuelle numérique multilingue. Et donc, j'espère que ça va quand même être pertinent ou au moins intéressant pour vous. Donc, je présenterai d'abord un tout petit peu ELTEC dans son contexte, qui est celui de l'action COST. Et ça fait plaisir de voir Johanna Galeron ici, qui est participante aussi de l'action. Et je vais même avoir l'occasion de mentionner une recherche dans laquelle elle est impliquée dans le cadre de cette action. Je vais surtout parler de la composition du corpus multilingue. Je vais passer rapidement sur les principes d'encodage et sur les stratégies de publication, parce que c'est un peu moins intéressant ici, même si c'est bien sûr encodé en TEI, mais sans le raffinement auquel vous êtes habitué en tant qu'éditeur d'édition critique. Par contre, je vais parler un tout petit peu plus des scénarios d'usage d'ELTEC avant de conclure. Donc, voyons d'abord qu'est-ce que ELTEC. Nous élaborons ELTEC dans le cadre de l'action Cost Distant Reading for European Literary History, qui est un réseau de recherche qui réunit plus de 200 chercheurs et chercheuses de 31 pays, avant tout européens. Et l'objectif, c'est vraiment de soutenir et de développer la recherche numérique multilingue sur l'histoire du roman européen. Et donc, nous avons plusieurs domaines d'activité. Avant tout, ou en premier lieu, de créer ce corpus multilingue du roman, mais aussi de développer des méthodes de recherche numérique appropriées pour ce corpus, de réfléchir aussi sur les conséquences théoriques du travail avec les données et les méthodes numériques, mais aussi très pratiquement la création ou le renforcement d'un réseau de recherche à travers l'Europe, et dans ce cadre-là aussi, une sorte de capacity building, donc avec des formations, des échanges, des projets, disons, qui partent, qui se développent dans le contexte plus large de l'action COST. Donc, cette collection, ce corpus ELTEC, il couvre la période 1840 à 1920, surtout pour des raisons pratiques de disponibilité des textes, de liberté évidemment des droits d'auteur, etc. Il doit couvrir au moins 10 langues différentes, et pour chaque langue, notre ambition est de proposer une collection de 100 romans, et la complication ou la difficulté de l'entreprise vient du fait que nous voudrions produire des collections comparables, au moins
approximativement pour chaque langue. Donc, quelques caractéristiques clés de ce corpus. Donc, chaque corpus doit représenter la variété de la production. Ce n'est pas une représentativité statistique parce qu'elle n'est pas possible. Nous n'avons pas les informations sur la production entière pour chaque langue. Donc, c'est impossible de faire une sélection statistiquement représentative. On produit des textes en XML-TEI et annotés linguistiquement. Et évidemment, nous cherchons à publier, ou nous pratiquons la publication avec licence ouverte. Vous trouverez plus d'informations sous le lien indiqué ici. Et oui, voilà. Très rapidement, un petit aperçu de l'état actuel du travail sur EdTech. Vous voyez ici un tableau résumant l'état du corpus. Et si on regarde juste à gauche, vous voyez les langues donc, qui sont déjà représentées. Donc, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup plus de 10 langues. Il y a déjà 18 langues. Et pour 8 langues, nous avons réussi à obtenir les 100 romans. Alors, on pourrait penser que ce n'est pas si difficile que ça, mais nous avons un certain nombre de principes de sélection des textes, de composition des collections, de chaque collection, qui font que c'est quand même assez difficile à faire. Et donc, je vais parler un tout petit peu de ces critères de composition qui rendent le corpus, je pense, plus utile que ce qu'on a déjà, mais qui fait aussi le corpus building plus difficile que ça n'en a l'air peut-être. Donc d'abord, il y a des critères de pertinence, donc il faut que ce soit des romans d'une longueur minimale. On voudrait que ce soit des romans en langue originale, donc à l'exclusion des traductions. Ce serait un autre projet ou un beau projet supplémentaire. Et nous voudrions que ce soit des romans parus en Europe ou au moins aussi en Europe pendant la période du corpus. Et après, au sein de tous les romans qui sont, disons, candidats pour l'inclusion dans le corpus, on a un certain nombre de critères de composition et ces critères de composition doivent assurer les objectifs qu'on poursuit, donc la comparabilité des collections, afin de pouvoir vraiment faire des recherches, non pas sur chaque langue, mais séparément, mais vraiment des recherches à travers les langues, à travers les collections. On voudrait représenter la variabilité de la production romanesque afin de rendre accessible non pas seulement les textes canonisés, mais la plus grande variabilité des textes. Donc, montrer ou inclure toute la production romanesque sous toutes ses formes. Donc, on a un certain nombre de critères. D'abord, la période de parution. On voudrait qu'au sein des 80 années du corpus, les romans soient distribués à peu près également pour, évidemment, faciliter la comparabilité entre les collections, parce qu'on ne voudrait pas comparer les romans français des années 1840 aux romans anglais du début du XXe siècle, par exemple. Ce serait une comparaison, évidemment, un peu faussée, biaisée. Même chose pour la longueur du texte. On distingue plusieurs catégories de longueur et on voudrait que dans chaque collection, il y ait un certain nombre minimal de textes brefs et de textes de romans longs. Pareil pour le sexe de l'auteur, masculin, féminin, mais aussi divers ou mixtes. Parfois, il y a des auteurs, des romans écrits à plusieurs mains, et dans ce cas-là, on trouve des auteurs mixtes. Et ici, c'est un critère un peu plus compliqué, évidemment, parce que dans chaque langue, la proportion des romans écrits par des femmes peut être différente. Donc, en anglais, par exemple,
il paraît, même donc sur des recherches de catalogue, que ça soit plus ou moins à 50% pour la production que nous connaissons, alors que pour d'autres langues, c'est beaucoup moins. Donc, c'est compliqué à ce moment-là de définir un taux, disons, une proportion précise, parce qu'on doit balancer, on doit représenter à la fois un peu, évidemment, la représentation réelle dans la langue, dans la tradition littéraire du pays, mais aussi, encore une fois, penser à la comparabilité. Et donc, ça, c'est un critère assez complexe. Et c'est un peu plus facile dans la théorie, mais compliqué dans la pratique pour le nombre des réimpressions qui représentent pour nous un indicateur du degré de canonicité. Et donc, on voudrait inclure dans chaque collection un certain nombre minimum, une certaine proportion minimale de romans oubliés. Et le problème, c'est tout simplement que les romans canonisés, les auteurs célèbres, sont beaucoup plus accessibles sous forme numérique que les romans oubliés, évidemment. Mais donc, ce n'est pas toujours facile de trouver les romans requis. Et dans ce cas-là, par exemple, dans beaucoup de collections, il a fallu numériser à partir d'exemplaires imprimés, et sans ressources dédiées à ça, ça peut poser des problèmes aussi. Donc, ça résulte dans les collections qui ne sont pas encore tout à fait comparables. Vous voyez à gauche la collection anglaise, pour laquelle on voit ici, par exemple, le rosé et le bleu, c'est les romans un peu ironiquement d'auteurs masculins et féminins. Et on voit ici que pour chaque sous-période, pour chaque sous-partie du corpus, c'est assez bien équilibré, alors que pour les romans roumains, à droite, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile à obtenir une balance, un équilibre de ces critères. Et ça mène, c'est juste un exemple, mais ça mène à ce que j'appelle un paradoxe de la diversité, parce qu'on a trois objectifs qui entrent en conflit. Donc, on voudrait assurer la comparabilité des collections, et ça demande des critères assez stricts pour la composition des corpus. De même, pour assurer une diversité des textes, encore une fois, il faut des critères assez stricts. Par exemple, limiter le nombre de romans par auteur, d'avoir ce minimum de romans d'auteurs féminins, d'avoir cette distribution. Tout ça aide à assurer la variété des textes. Mais plus les critères sont stricts, plus c'est difficile de les respecter pour les langues sous-représentées, pour les langues mineures, entre guillemets évidemment, pour les pays où le financement de la recherche en humanité est moindre. Donc, pour éviter que le corpus soit parfait pour l'allemand, l'anglais et le français, mais pas pour les autres langues, les critères stricts sont un problème. Donc, comment équilibrer, encore une fois, ces demandes contradictoires? Bon, donc ça, c'est le paradoxe de la diversité dans la composition du corpus. Et maintenant, je vais juste voir combien de temps il me reste, peut-être quelques minutes. Je vais donc passer les principes d'encodage des textes, qui ne sont pas si intéressants ici. La publication, encore une fois, c'est peut-être pas le principal intérêt ici, mais tout est disponible évidemment en ligne et aussi de manière pérenne. Par contre, je voudrais juste mentionner quelques scénarios d'usage d'ELTEC pour qu'on voit un peu ce qu'on peut faire avec une collection telle que je viens de décrire. Donc, ces scénarios partagent un certain nombre d'objectifs qui sont ceux de l'action COST. Donc, adapter des méthodes existantes du distant reading aux multiples langues européennes, mais aussi évaluer les méthodes dans un contexte multilingue, évidemment aussi développer
des méthodes pour ces textes multilingues. Et donc, on a déjà, dans le cadre de ce projet et dans des équipes variées, produit un certain nombre d'exemples de ces recherches. Par exemple, l'annotation linguistique à travers de multiples langues, l'annotation multilingue des entités nommées, qui sont très intéressantes dans un contexte multilingue parce qu'elles forment une sorte de pont entre les langues ou à travers les langues, les noms de personnages, les noms de lieux, les noms d'ouvrages, mais aussi des choses comme l'identification automatique du discours direct, ou bien l'analyse des titres des ouvrages. Et c'est dans ce contexte-là, par exemple, parmi d'autres projets, que Johanna Galaran est impliquée dans ce projet. Et enfin aussi des méthodes d'attribution stylométrique, donc, avec lesquelles on a expérimenté aussi. Et donc, je vais très rapidement mentionner quelques-uns de ces projets. Donc, il y a une publication issue de l'action sur l'identification du discours direct dans le roman à travers plusieurs langues. Et donc les collègues ont expérimenté avec les multilingual sentence embeddings. Donc, ça se rattache à ce que Marianne Reboul nous a présenté. C'est donc des représentations vectorielles de mots et de phrases multilingues. Et avec cette technique-là, on a réussi à obtenir un score F1 de 0,89 à travers, enfin plus ou moins pour toutes les langues, ce qui est pas mal si on considère la variété des traditions typographiques qui marquent le discours direct dans les différentes langues. L'analyse des titres, c'est un projet que j'aime beaucoup et donc je le mentionne aussi. Ici, nous avons un exemple d'un titre français, Colette Baudoche, Histoire d'une jeune fille de Metz, qui a été annoté pour un certain nombre de critères. Donc, est-ce que, par exemple, ici, est-ce qu'on a un endroit qui est mentionné? Est-ce qu'on a le nom d'un personnage? Si oui, est-ce que c'est un nom masculin ou féminin? Est-ce qu'on a une indication du genre du roman, etc. Et c'est ce type de données qui ont ensuite, qui peuvent être comparées à travers les langues, parce qu'elles deviennent, disons, indépendants de la langue du titre. Et après, l'équipe a fait un certain nombre d'analyses de ces titres très riches, et je peux simplement en montrer une ici. Donc, c'est la longueur des titres en fonction de l'époque, ici, des 4 époques que j'avais mentionnées. Et on voit que les titres courts de 2, 3 ou 4 mots dominent le corpus, mais qu'il y a aussi pas mal de titres qui sont très, très longs, de 10 à 22 mots. Enfin, l'attribution stylométrique, on peut maintenant expérimenter aussi sur toutes les différentes langues. Et on voit ici simplement une comparaison, une attribution à gauche du corpus français et une attribution à droite du corpus roumain. Et on voit que pour le français, ça marche de manière parfaite avec les paramètres, disons, par défaut, alors que pour le roumain, ce n'est pas le cas. Et on le voit aussi quand on compare comme ça, ici, la performance avec différents types d'algorithmes pour les différentes langues, que pour le roumain, le niveau de performance est beaucoup plus bas que, par exemple, pour le français, qu'on voit ici. Et ce qu'on ne sait pas encore en ce moment, parce que le corpus est trop petit pour cela, c'est que si cette différence de performance est une différence due au corpus, à la composition du corpus, ou si c'est une différence due aux différentes langues, ou bien si c'est une question
d'adaptation des algorithmes qui ont été développés, testés, utilisés, beaucoup pour l'anglais, le français, l'allemand, mais beaucoup moins pour d'autres langues, et donc qui risquent de ne pas être optimisés pour ces langues-là. Et donc, c'est ça qu'on va voir dans les prochains mois, les prochaines années peut-être. Donc, je conclue rapidement. Donc, qu'est-ce qu'EdTech alors? Alors, c'est une ressource multilingue, bien sûr, mais c'est aussi ça représente pour nous aussi un processus d'apprentissage de la recherche massivement collaborative. C'est devenu, ou j'espère que ça devient, un point de ralliement pour une communauté européenne et multilingue. C'est déjà un point d'appui pour le développement des méthodes numériques, et je pense que c'est quand même un début, si modeste soit-il, pour une histoire littéraire européenne qui soit véritablement numérique, inclusive et multilingue. Et je vous remercie.